Bonjour, je continue de rapatrier mes chroniques du Bifrost 96, mais cette fois c'est dans le guide de lecture consacré à William Gibson que je reviens avec ma chronique de la trilogie du Pont. Donc je vais prendre les trois romans ensemble dans une même chronique. Le premier de ces romans est Lumière virtuelle, Virtual Light en anglais, qui a été traduit par Guy Abadia, publié en France aux éditions J'ai lu dans la collection science-fiction. Le roman originel date de 1993-1995 pour la première édition française, 1999 pour celle que j'ai lue et qui fait 444 pages. Le deuxième roman est Idolu, Idolu en anglais également. C'est traduit de l'anglais américain par Pierre Guglielmina. Publié toujours aux éditions J'ai lu dans la collection science-fiction, 1996 pour la date de parution originale, 1998 pour la traduction française, 1999 pour l'édition que j'ai lue, et ça fait 349 pages. Enfin, le dernier roman est Tomorrow's Parties, dont le titre original est All Tomorrow's Parties, qui a été traduit de l'anglais américain par Philippe Rouard et publié cette fois aux éditions Au Diable Vauvert, puis repris en poche aux éditions J'ai lu dans la collection science-fiction. Le roman est paru initialement en 1999, 2001 pour la traduction française, 2004 pour la présente édition, et ça fait 317 pages. William Gibson a été célébré meneur du mouvement cyberpunk d'aide neuromancien, un statut qui ne lui facilitait pas vraiment la tâche pour la suite des opérations. Passé l'amusant intermède steampunk de la machine à différence, il lui fallait pourtant revenir aux affaires, explorer à nouveau ce sous-genre emblématique de l'époque qu'il avait probablement plus qu'aucun autre contribué à définir. Et ce sera l'objet d'une deuxième trilogie, dite du Pont, entamée avec Lumière virtuelle en 1993, prolongée avec Idolu 3 ans plus tard, et qui trouvera sa conclusion dans Tomorrow's Parties en 1999. Ce pont, matériellement du moins, c'est le Bay Bridge qui relie San Francisco à Oakland. Après un tremblement de terre qui a peu ou prou ravagé la métropole, il a été accaparé par les plus pauvres et les moins dociles de ses habitants, qui ont fait de ce lieu de transit un lieu de vie, une sorte de zone autonome forcément anarchique, idéal libertaire encore qu'avec ses propres codes pour ceux qui y résident, bidonville infernal peuplé de tarés et de cannibales pour ceux qui n'osent pas y mettre les pieds et auquel on promet une nouvelle San Francisco, sur le modèle de la nouvelle Tokyo jaillie elle aussi d'un tremblement de terre. Métropole lisse, aseptisée, fonctionnelle, sans âme, produit d'une nanotechnologie dont la vélocité est quelque chose d'insidieusement inquiétant. Le pont joue un rôle crucial dans Lumière virtuelle et dans Tomorrow's Parties. En revanche, il est à peu près totalement absent dans Idolu, le roman intermédiaire se déroulant pour l'essentiel à Tokyo, avec toutefois un autre avatar de zone autonome, mais virtuel cette fois, inspiré de Hong Kong. Ce sont pour l'essentiel les personnages qui font le pont entre les trois romans. La coursière Chevette, l'ex-flic Rydell, le sociologue en pleine observation participante Yamazaki, qui apparaissent tous dans Lumière virtuelle, mais aussi l'enquêteur médiatique Colin Laney, la star du rock sino-irlandaise Rez et l'égérie virtuelle Ray Toei, que l'on ne voit pour la première fois que dans Idolu, et quelques autres. Dans ces trois romans, l'intrigue est au fond assez secondaire et se résume aisément, du moins pour les deux premiers. Dans Lumière virtuelle, la coursière Chevette, pur produit du pont, dérobe à un Richard malotru une paire de lunettes qui s'avère être bien plus que ça. Flic pourri, mercenaire privé et mafieux forcément russe se lance illico aux trousses de la jeune femme, totalement dépassée par les événements et constamment aux abois. Dans Idolo, la rumeur que la rockstar Rez va épouser la personnalité de synthèse Ray Toei, quoi que cela veuille dire, suscite des enquêtes parallèles au Japon, dont l'une est exécutée par Colin Laney, analyste en mesure de repérer les points dodo révélateurs d'une évolution dans les données médiatiques ou davantage privées, et l'autre est menée par une adolescente américaine fan de Rez, Chia, qui reprend pour le coup un peu le rôle de Chevette dans le roman précédent. Tomorrow's Parties est plus ambitieux qui tente de rassembler les lignes rouges esquissées dans les deux premiers volumes. Un Colin Laney à demi fou ou mort y recrute depuis Tokyo Rydell pour mener une enquête à San Francisco, à ceci près qu'aucun des deux ne sait vraiment pourquoi et en quoi cette mission consiste au juste. Mais l'affaire ramène Rydell au pont où il retrouve son ex-Chevette juste avant l'apocalypse. Les codes du cyberpunk sont forcément là, cette grammaire que William Gibson a largement contribué à définir. Mégacorpo oppressive, autorité politique en totale déliquescence et donc mafieux russe, zone de non-droit et utopie virtuelle, imprégnation massive de la culture populaire japonaise, héros interlope et low-life, réseaux omniprésents, médias qui ne le sont pas moins, etc. Et pourtant l'approche est différente, plus sobre notamment. Et si la technologie y joue un rôle crucial, ça n'est pas d'une manière aussi débridée que dans la trilogie neuromantique. Ceci notamment parce que l'auteur se projette dans un futur très proche. Lumière virtuelle débute en 2006, 13 ans seulement après sa date de parution. Un futur plus proche probablement que celui de nos romanciens, augurant peut-être d'une démarche consciente de retour au présent,
que la trilogie Blue Hunt accentuera encore. Pour le lecteur d'aujourd'hui, et pas simplement en raison des dates affichées, ce futur relève déjà du passé. Mais on peut supposer que Gibson en a été pleinement conscient et que cela faisait dans un sens partie du propos. En effet, à relire cette trilogie aujourd'hui, on a le sentiment que la technologie qui se trouve à la pointe de la pointe dans un roman est automatiquement considérée comme acquise, voire banale, dans le volume suivant. De même, d'une certaine manière, que la technologie tout juste atteinte à la conclusion de la trilogie du Pont constitue le quotidien finalement anecdotique de la trilogie no romantique, sans qu'il s'agisse d'en faire un cycle commun. Or, il ne s'écoule que quelques années à peine d'un roman à l'autre. Mais ce rapport à la technologie en évolution constante et extrêmement rapide ne devrait pas nous surprendre, nous qui, depuis la trilogie du Pont, avons pu peser combien, entre autres, Internet, les téléphones mobiles, les drones, etc. ont pu changer nos vies à un point inimaginable et en un laps de temps extrêmement restreint. Et de fait, la technologie, mais tout autant le rapport à la technologie, peut être plus essentiel encore, notamment au regard du potentiel d'aliénation qu'elle implique par nature, sans que la critique vire pour autant à un pénible ludisme à courte vue. Mais tout cela, tel que cela nous est exposé dans ces romans, nous est pour l'essentiel acquis. Les lunettes à réalité virtuelle ou augmentée, les stars de synthèse et les fans de chair et d'os qui veulent les épouser, les réseaux sociaux avec avatars sous-culture et dark web, les drones, qu'ils soient médiatiques ou militaires, etc. Check, check, check. Ce rapport très conscient à la quincaillerie du futur pourtant ne nuit pas à la pertinence de la trilogie du Pont, qui se relie dans l'ensemble fort bien aujourd'hui. Pour partie parce que William Gibson, jouant en son temps à l'anthropologue du futur immédiat, dissèque avec acuité le monde qui est aujourd'hui le nôtre. Au-delà de la technologie, il questionne l'économie, les mœurs, les médias, et traite aussi bien du sida que du star system ou du retour aux religieux. Il ne s'agit certainement pas de faire de l'auteur un prophète, comme trop souvent en science-fiction, et son statut de pape du cyberpunk y a longtemps incité. La trilogie du Pont à cet égard ne brille d'ailleurs pas forcément par l'audace de ses visions, c'est plutôt que l'auteur, en suivant le fil de la marche du monde, en livre sur le vif une interprétation plausible en même temps que posée. Pas nécessairement objective d'ailleurs, car les sympathies de l'auteur sont transparentes, sans que cela soit un problème. Il y a beaucoup de Gibson dans le personnage de Yamazaki, dont l'observation participante de la société du Pont se charge d'émotions, tout spécialement dans les rapports entretenus avec le vieux bonhomme Skinner, aussi attachant que bourru. Au passage, la nouvelle Skinner's Room, datant de 1990, peut être considérée comme le véritable point de départ de la trilogie du Pont. Si Gibson parvient à immerger le lecteur dans ce lendemain immédiat, c'est probablement en raison de ces personnages, ces figures qui constituent le liant de la trilogie. Pas spécialement des héros, du moins pas au sens surhumain du terme, plutôt à la base des victimes très concrètes et plausibles du hasard, pour beaucoup issus d'un milieu populaire qui les a prédisposés à subir les événements. Chevette, Chia, Rydell aussi, peut-être dans une moindre mesure Colin Laney également, font tous preuve initialement du moins d'une certaine naïveté qui leur vaut comme de juste de se faire escroquer, sinon pire, par toute une théorie de dominants motivés par leur seul égoïsme borné. Mais cela n'a qu'un temps. En fait de victimes, ces personnages sont tous à un moment ou à un autre preuve de pragmatisme ou de lucidité ou de détermination, ce qui les amène à refuser le sort qu'on entend leur imposer, à se battre pour y échapper. Dans certains cas, ce combat les dépasse même largement, car les enjeux de privé qu'ils paraissent tout d'abord s'avèrent à terme globaux. C'est, sinon le monde, du moins le pont qu'il s'agit de sauver. Rydell, par ailleurs, brille régulièrement par sa capacité à faire les bons choix au plan éthique, quand son environnement professionnel devrait l'amener, sinon à commettre des horreurs, du moins à fermer les yeux quand il y assiste, soit bien trop souvent. Il est aux premières loges pour peser la corruption du système. Même la gamine Chia, dont les motifs sont au départ les plus futiles qui soient, fait preuve en définitive d'une combativité qui force le respect. Colin Laney joue dans un registre peut-être différent, ce qui au fond justifie bien son association aux personnages bigger than life que sont les stars Rez et a fortiori Laitoei, l'inhumaine Idoru, jusque dans leur côté factice, si ça se trouve. Si Chevette, Rydell, Chia gagnent à incarner des archétypes somme toute banals et très humains, Colin Laney, pour sa part, se situe dans une autre catégorie, à vrai dire surhumaine. Il y a tout de même un point commun marqué. La différence de Colin Laney se trouve ses origines dans une domination aveugle subie pendant son enfance. Dans un orphelinat, un programme passablement conspirationniste lui a administré une drogue qui a fait de lui ce mutant anxieux, jouant un rôle central dans Idolo et Tomorrow's Parties, et qui, en moins explosif, aurait eu sa place dans Akira. Sans qu'il comprenne véritablement de quoi il retourne, Colin Laney est en effet en mesure de repérer et qualifier les points nodaux émanant de la masse des informations. On serait tenté de dire a posteriori qu'il est doué pour identifier les schémas.
Cette capacité pourrait lui conférer un inquiétant pouvoir, ce qui sera bien développé dans Tomorrow's Parties. De fait, il y a quelque chose dans ce personnage qui, occasionnellement, suscite un plus ou moins vague malaise, jusque dans la possibilité avancée par ses ennemis qu'il soit au fond un dangereux maniaque. Pourtant, là aussi, Colin Laney suscite avant tout un certain attachement et même de la sympathie. Et tout cela tient beaucoup à la matérialité authentique du monde décrit par William Gibson, qui s'étend à vrai dire à ce que l'on qualifie de virtuel. Le thème du factice est assurément présent dans la trilogie du Pont, et pourtant cette opposition supposée ne devrait probablement pas être prise à la légère comme allant de soi. Ici, c'est surtout Idoru qui développe ce thème, conférant à la notion de pont des connotations différentes. Light Toei a beau être un pur produit de synthèse, une conjonction d'algorithmes, elle n'en a pas moins de la personnalité. La Rockstar rêve aussi au-delà de l'image par essence illusoire, projetée par ses communicants sur des fans transis d'amour et de dévotion comme Chia. La cité fortifiée inspirée de Kowloon est une zone autonome répondant en tout point à celle du pont. Qu'elle soit le terrain de jeu numérique d'Otaku en perte de contact avec le monde réel, avec beaucoup de guillemets, comme Masaiko, n'y change au fond pas grand-chose. Et si dans ces réseaux, telle jeune fille entend se rêver en chef de gang mexicain uniquement féminin avec un background aztèque outrancier, après tout, pourquoi pas? Au-delà cependant, il y a bien ce monde très matériel, très concret qu'arpentent IRL les personnages de la trilogie du pont. Un monde essentiellement nocturne, sale sans doute, pas très rassurant, dont les rues sordides semblent n'être éclairées que par les néons excessifs de telle ou telle enseigne Lucky Dragon, dégoulinante de vulgarité capitaliste. Les échoppes éphémères du pont débordent pourtant de vie et le tableau de la cité de carton de Shinjuku est autrement désolant. Tomorrow's Parties abonde en aperçus marquants dépeignant ce microcosme SDF où un Colin Laney à bout se réfugie par défaut, y croisant des personnages tels que le déprimant Costume, un ex-cadre totalement aliéné qui entend sans grand succès maintenir une apparence de respectabilité en peignant sa chemise en blanc et ses talons en noir pour donner l'illusion de chaussettes. Au fond, c'est ici que réside le plus factice, avec pourtant des connotations très concrètes. Mais où qu'on se trouve, à San Francisco comme à Tokyo, dans une boîte révoltante de luxe en toc, ou dans un love hotel miteux sous l'éclat agressif des néons, ou dans les fantasmes virtuels des réseaux, ce monde est vivant, et c'est un atout marqué de la trilogie du pont, probablement celui qui contribue le plus à en faire encore aujourd'hui une lecture enthousiasmante et stimulante, cette expérience poussée d'immersion dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, sous un éclairage un peu différent. Maintenant, la trilogie du pont n'est certes pas sans faille. On l'a vu, ce n'est pas pour la qualité ou l'inventivité des intrigues que l'on va plébisciter ces romans. Dans le cas de Lumière Virtuelle, c'en est à vrai dire presque auto-parodique. Les codes cyberpunk sont là, mais sur un mode un peu fainéant. L'histoire a déjà été lue 100 fois en SF ou en polar, et si les héros du roman suscitent la sympathie, les méchants de service sont tellement caricaturaux que c'en devient un peu embarrassant. Mafieux russes et tueurs à gages badass inclus, dont on retrouvera forcément des avatars dans les romans suivants. Idolou s'en tire un peu mieux, mais essentiellement en raison du caractère parfaitement dérisoire, si amusant et vaguement intrigant, de son point de départ. L'absence d'enjeu visible nuit cependant à terme au roman qui ne satisfait certainement pas quand il ramène artificiellement dans la partie Ivan et compagnie. Tomorrow's Parties fait preuve de beaucoup plus d'ambition en tentant de nouer des fils des deux premiers romans et d'en dériver des enjeux globaux, macrocosmiques, qui leur étaient largement étrangers. Le problème est cette fois d'un autre ordre, en raison du postulat même du roman, la nature de la mission confiée à Rydell par Colin Laney n'étant véritablement comprise ni de l'un ni de l'autre, et Gibson usant d'un ton allusif riche en non-dit, l'objet même du récit s'avère bien obscur et probablement un peu trop, et trop longtemps. Ce souci quant aux intrigues se double d'un autre essentiellement lié qui a trait au style. On a le sentiment tout au long de la trilogie du pont d'un auteur qui se cherche, qui, à bon droit, ne veut pas répéter les choix de la trilogie de romantique, sans pour autant se renier. Les amateurs de métaphores techno tordues du type ciel couleur télécalé sur un émetteur hors service ne seront pas dépaysés par la trilogie du pont. Mais en définitive, on dirait qu'il n'est pas bien certain de la direction à prendre, probablement. Il en résulte 3 romans assez distincts en termes de style comme de structure et plus ou moins satisfaisants. Lumière Virtuelle s'en sort bien, roman tout en fausse simplicité porté par des descriptions aussi justes que laconiques et des dialogues savoureux d'un naturel appréciable. Là encore, c'est plus sage que dans Neuromancien, ce qui est tout spécialement flagrant au regard du lexique, des néologismes, de l'argot, et l'ensemble coule tout seul d'une lecture très agréable. Idolou est bien différent. Si la structure du roman est globalement bien plus simple que celle des deux autres, on alterne régulièrement les deux seuls points de vue de Chia et Colin Laney, le style se fait beaucoup plus hermétique, perclus de phrases nominales et autres effets lapidaires,
dont la sécheresse déstabilise sans convaincre. Et disons-le, la traduction française au mieux médiocre n'arrange vraiment rien à l'affaire. A l'inverse, Tomorrow's Party joue d'une structure bien plus complexe, bien plus éclatée, 73 chapitres parfois très brefs et correspondant à peut-être une dizaine de points de vue différents qui ont tous leurs sous-intrigues. Il en résulte une impression de mosaïque ou de vignette. Et cela contribue sans doute au caractère obscur de la narration, mais le style à proprement parler retrouve quelque chose de la simplicité apparente et surtout du naturel, de lumière virtuelle, pour un résultat qui convainc bien davantage. On regrettera cependant une fois de plus une traduction française, disons cette fois inégale. Certains passages sont très réussis, comme le chapitre consacré aux costumes, mais d'autres sont franchement désolants, hein. Ainsi de l'argot saturé de verlan de Boomzilla, ou de ce chanteur de country ivre-mort qui demande au trop tolérant Rydell «C'est quoi cette merde saignante libérale ?» Ouais. Ces expérimentations n'étaient pas vaines, cela dit, mais elles ne trouvèrent probablement leur achèvement, au moins temporaire, qu'avec identification des schémas quelques années plus tard. Avec le recul, le bilan de la trilogie du Pont est forcément contrasté et il est bien sûr tentant, et peut-être pas si artificiel que cela, d'y voir un pont entre les trilogies neuromantiques et Blue Hunt. Plus d'un aspect y contribue, aussi bien cette anticipation à bien plus court terme que dans la première trilogie, avec un rapport différent à la technologie, que les recherches plus ou moins couronnées de succès d'un auteur désireux de redéfinir son style et ses modes de narration. Certains personnages peuvent être envisagés comme des échos de romanciens et ses suites, mais d'autres avancent plus franchement identification des schémas, Colin Laney se trouvant au juste milieu. Certains thèmes presque obsessifs contribuent par ailleurs à faire le pont, de la fascination pour le Japon à l'intérêt pour la mode et les médias qui prendra une toute autre dimension dans la trilogie Blue Hunt. Mais la trilogie du pont doit de préférence être envisagée pour elle-même. Elle a ses défauts qui lui sont propres, intrigues indigentes tout trop obscures, errances stylistiques qui font le grand écart, méchants trop caricaturaux, et de même pour ses qualités, héros attachants, expérience d'immersion très lucide et efficace, acuité du regard anthropologique. Globalement, ces dernières l'emportent, et justifient qu'on relise la trilogie du pont aujourd'hui, 13 ans après les événements anticipés dans Lumière virtuelle.